Bonjour tout le monde, je vais commencer la présentation pendant que les dernières personnes vont se joindre à nous. Bienvenue à ce 20e webinaire du chapitre Saint-Laurent et des Cotoques. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jérémy Dupont. Jérémy est dirigé par le professeur Michael Rosabal, puis est en co-direction avec Marc Amiot. Il a reçu la bourse d'excellence du chapitre Saint-Laurent l'année dernière. Félicitations à Jérémy. C'est une des raisons pourquoi il est présent aujourd'hui avec nous. Puis, en plus, il a reçu une bourse du CRSNG pour effectuer sa maîtrise. Encore félicitations. Aujourd'hui, Jérémy va nous parler de l'accumulation de métaux traces dans les lichens qui se retrouvent autour de Rouyn-Noranda, puis aussi d'un autre biomoniteur qui est l'araignée loup. Donc, à toi l'honneur, Jérémy. Bon webinaire. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je vais remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous présenter mes travaux de recherche dans le cadre du webinaire. Ça va être la première fois que je présente ces résultats-là, qui sont encore tout frais. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'empreinte d'un des grands émetteurs industriels du Québec, qui est la fonderie Horn, sur les milieux naturels environnant la ville de Rouyn-Noranda. C'est le fruit de mon projet de maîtrise, que je réalise sous la supervision de Michael Rosabal et la co-supervision de Marc Amiot. Je m'inscris dans des équipes de recherche très dynamiques, multidisciplinaires, puis ça me donne accès à des plateformes analytiques de haute performance qui me permettent de développer une expertise quant à l'évaluation de l'impact des activités minières sur l'environnement. Pour moi, étant donné l'importance économique que représente cette industrie-là au Québec, mais aussi son importance dans le cadre de la transition énergétique mondiale, le fait de pouvoir contribuer à ma façon à responsabiliser l'industrie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait mes premiers pas en recherche puis en écotoxicologie pendant que j'étais encore au premier cycle. Michael m'avait recruté pour un stage de recherche financé par le CRSNG qui portait sur l'évaluation de la contamination en éléments traces dans les lacs de Sudbury et de Rouyn-Noranda en utilisant des poissons, des invertébrés comme bioindicateurs. Puis c'est vraiment là que j'ai pu prendre conscience de ce que c'était concrètement la recherche, parce que dans ma tête, ça reste encore quelque chose d'assez obscur. Puis c'est là aussi que j'ai pu me familiariser avec l'écotoxicologie des métaux, qui sont peut-être ces temps-ci un peu moins à la mode que les retardateurs de flammes, que les pesticides, mais qui sont hautement problématiques, tant à l'échelle globale que dans plusieurs endroits au Québec. Puis un de ces endroits-là, c'est Rouyn-Noranda, dans l'ouest de la province. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec la situation à Rouen, mais je vais quand même essayer de bien mettre la table pour que vous compreniez dans quel contexte mes travaux de recherche s'inscrivent. Donc, tout part, oui, je pars de loin, tout part d'un prospecteur néo-écossais, Edmund Horn, qui découvre une minéralisation intéressante sur le bord du lac Ossisco, dans ce qu'on appelait jadis le canton de Rouen. Au début, les grandes minières ne sont pas chaudes à l'idée d'investir dans cette région-là. C'est quand même assez difficile d'accès, mais il y a beaucoup de découvertes successives de gisements à haute teneur de cuivre, d'or, qui vont finir par déclencher une vraie ruée minière. Au début, surtout des prospecteurs, mais après, il va y avoir des centaines d'hommes et de femmes qui vont s'y rendre pour vivre, mais aussi pour travailler. Puis la compagnie Noranda, qui a fini par donner une partie de son nom à la ville, va y entreprendre la construction d'une mine, mais aussi d'une fonderie et d'une ville. Pendant le premier 50 ans d'exploitation de la fonderie Horn, elle est alimentée par les mines qui lui sont adjacentes. Mais après la fermeture des mines locales, elle va se convertir à l'affinage personnalisé de minerais provenant de fournisseurs internationaux qui peut varier considérablement dans sa composition. Donc, les intrants de la fonderie, ils contiennent des impuretés métalliques diverses en concentration assez variable en fonction de la batch de minerais. Puis, ces impuretés-là sont relâchées à différentes étapes du procédé métallurgique. Mais tout au long de son histoire, l'entreprise a exposé ses travailleurs à des émanations toxiques. Son histoire récente a été parsemée d'événements de mobilisation qui mettaient notamment en cause les effets des émanations sur la santé de la population de Rouen.
Mais la fonderie va changer plusieurs fois de main. Elle va beaucoup évoluer dans ses pratiques. Par exemple, elle va mettre en service une usine d'acide sulfurique pour réduire ses émissions de dioxyde de soufre, qui contribuait à la problématique des pluies acides. Puis en 2005, pour réduire ses émissions d'arsenic, ben, elle va abandonner le procédé de désantimoination. Mais aujourd'hui, la fonderie est entre les mains de la multinationale Glencore, puis elle a encore plusieurs projets dans les cartons pour réduire son impact sur l'environnement. Mais il reste toutefois que malgré d'importantes mesures d'atténuation adoptées au cours de ces décennies d'activité, la fonderie reste un important émetteur d'éléments traces métalliques dans l'air par ses cheminées, mais aussi des émissions diffuses ailleurs sur le site qui peuvent seulement être estimées. Les figures suivantes montrent les quantités de plusieurs métaux rejetés par la fonderie par voie atmosphérique. C'est des données tirées de l'Inventaire national des rejets polluants. Les points en bleu, ils correspondent aux années où la fonderie Horn est au premier rang des émetteurs à l'échelle du Québec. Et les points en rouge, c'est les années où elle est au premier rang à l'échelle canadienne. Je vous montre ici le cuivre, l'arsenic, le cadmium et le plomb, mais c'est aussi l'un des plus importants émetteurs de nickel, de sélénium, de thallium. Alors, disons qu'au championnat canadien des pollueurs, la fonderie Horn, elle rapporterait beaucoup de médailles. Par contre, il faut comprendre qu'à la fonderie Horn, on ne suit pas l'ensemble des métaux, mais seulement ceux touchés par le programme de réduction des rejets industriels. Et il faut aussi savoir que depuis quelques décennies, pour produire ces anodes de cuivre, la fonderie est alimentée par des concentrés issus de minerais, mais aussi de déchets électroniques. Les déchets comme les circuits électroniques, les pièces d'ordinateur, sont riches en cuivre, mais aussi en plusieurs autres métaux précieux. L'infrastructure de recyclage de la fonderie Horn s'appuie sur un procédé bien spécifique qui est le procédé Noranda, un procédé pyrométallurgique. En bref, on introduit un mélange de concentré de cuivre puis de déchets électroniques dans une cuve de fonte, puis on chauffe ça à 1250 degrés Celsius. C'est un procédé qui est très énergivore, mais son coût énergétique est partiellement réduit en utilisant le plastique issu des déchets électroniques comme combustible. Donc, au cours du processus, les impuretés majeures comme le fer, le plomb, le zinc sont convertis en oxyde, puis ils peuvent être séparés du cuivre. Le procédé Noranda, comme les procédés pyrométallurgiques en général, ça permet vraiment une séparation rapide et efficace des métaux d'intérêt, mais c'est une approche qui conduit à la génération de dioxine, de furane et d'éléments traces métalliques qui sont émis par voie atmosphérique, ce qui, vous en conviendrez, présente des enjeux de contamination environnementale. Et là, qu'on se comprenne bien, le recyclage de déchets électroniques, c'est vraiment une activité qui est louable. Ça inscrit la fonderie dans le paradigme de l'économie circulaire. Ça répond à une demande croissante de métaux pour les industries technologiques, mais ça vient avec certains enjeux. Et comme je vous disais plus tôt, ben, ça fait déjà quelques décennies qu'on recycle les déchets électroniques à la fonderie Horn. Par contre, là, il y a des investissements récents qui ont permis de doubler sa capacité de traitement, passant de 50 000 à 100 000 tonnes annuellement. Puis, il y a une récente étude d'impact économique du secteur de la transformation du cuivre au Québec qui indique que le recyclage va être amené à prendre de plus en plus d'importance à mesure que diminue l'offre canadienne de concentré de cuivre. Donc, il y a un vide à combler qui est croissant, comme on le constate sur la figure à droite. Cette perspective-là, couplée à l'accroissement récent de la capacité de traitement de déchets électroniques, ça justifie, selon moi, une vigilance accrue en ce qui a trait aux émissions atmosphériques de plusieurs éléments à traces qui pourraient y être associés. Avant de passer plus concrètement à mes travaux, je voulais aussi glisser un mot sur la problématique de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Les émissions d'arsenic de la fonderie dépassent largement les normes en vigueur et ça fait longtemps qu'ils sont pointés du doigt par des groupes citoyens, par la direction de la santé publique, de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis les dernières études de biosurveillance ont démontré une association statistique significative entre les concentrations d'arsenic mesurées dans les ongles des résidents et la distance du lieu de résidence par rapport à la fonderie. La problématique est particulièrement aiguë chez les enfants, puis on parle de concentration moyenne environ 4 fois plus élevée que chez les gens d'Amos, qui servent de population témoin. Donc, assurément, c'est quelque chose de très préoccupant. Mais en tant qu'écologiste, moi, je me demande ce qui se passe dans les écosystèmes environnants, et particulièrement terrestres, parce que j'ai l'impression que la recherche en écotoxicologie actuellement, elle accorde beaucoup plus d'attention et d'efforts sur les milieux aquatiques. Reste que
des études écotoxicologiques en milieu terrestre à Rouyn-Noranda, il y en a quand même eu quelques-unes, notamment dans le cadre du Metals in the Environment Research Network. Mais c'est des travaux qui commencent à dater. Là. On parle de la fin des années 90, début des années 2000. Des travaux qui se focalisent essentiellement sur le cuivre, le cadmium, le plomb et l'arsenic. Mais comme les pratiques à la fonderie ont considérablement évolué depuis, comme les méthodes analytiques, ben, il y a maintenant moyen de s'intéresser à une gamme beaucoup plus large d'éléments traces métalliques, des éléments auxquels on n'a pas accordé d'attention et qui pourraient représenter un enjeu émergent. Donc, comme on parle de milieux naturels assez compliqués d'accès, nous autres, on voulait utiliser des échantillonneurs atmosphériques passifs pour évaluer l'exposition, soit les échantillonneurs TE200 PAS. Ces échantillonneurs-là collectent les polluants par diffusion spontanée dans un filtre en mousse de polyuréthane. C'est des filtres qui ont une capacité de rétention élevée puis qui ont une assez faible sensibilité aux fluctuations soudaines des concentrations de polluants. Généralement, ce type de filtre-là est plutôt utilisé pour collecter des composés organiques semi-volatiles, mais il y a certaines études récentes qui montrent qu'ils collectent également les particules PM10, et donc qui serait un moyen efficace de suivre une partie des éléments de trace métalliques dans l'air. Il y a notamment une étude réalisée par l'équipe de Tom Harner chez Environnement et Changement climatique Canada où ces filtres ont été utilisés pour évaluer les concentrations de 25 métaux traces dans l'air ambiant de plusieurs sites urbains du Grand Toronto, touchés par différentes sources d'émissions dans l'air. Puis, ils ont pu mesurer des différences spatiales avec ces échantillonneurs-là, qui, pour nous, sont vraiment adaptés à la surveillance environnementale sur des grandes échelles spatiales parce que, d'abord, ils ne nécessitent pas d'apport en énergie, sont relativement peu coûteux, puis leur facilité de déploiement fait qu'ils s'inscrivent aussi dans une perspective de démocratisation de la surveillance des contaminants atmosphériques. Par contre, les filtres en mousse de polyuréthane, ils n'ont pas une affinité égale pour tous les métaux. Par exemple, les métaux ont tendance à se trouver sous forme de particules très fines, comme le cuivre et le nickel, ben, sont surreprésentés dans les fils, contrairement au cobalt et au vanadium, par exemple des taux d'absorption plus faibles. Puis il y a aussi le fait que les filtres comprennent initialement une certaine teneur en éléments traces. On va revenir à ça plus tard. Puis, comme ils ont juste été utilisés en milieu urbain, ben, il y avait lieu de se demander s'ils sont assez sensibles pour un déploiement en milieu naturel. Ensuite, comme vous savez, les données de bioaccumulation dans des espèces sentinelles, c'est souvent utilisé pour se renseigner sur la qualité de l'air, par exemple, en contexte environnemental. Les lichens, ils sont largement reconnus comme bioindicateurs fiables pour évaluer la qualité de l'air, notamment à cause de leur capacité à accumuler des éléments chimiques dans des quantités qui dépassent largement leurs besoins physiologiques. Puis, contrairement à d'autres organismes hyperaccumulateurs, ben, la bioaccumulation au sein du lichen n'est pas spécifique à un métal en particulier. Nous, plus spécifiquement, on a voulu utiliser le lichen Cladonia rangiferinum. Il y a une très vaste distribution, présence abondante aussi dans la région de Rouyn-Noranda, ce qui en fait un outil particulièrement commode. La limite dans leur utilisation comme bioindicateur réside principalement au fait qu'ils donnent des informations moyennées sur l'ensemble de la durée de vie de l'organisme. Donc, la résolution temporelle de l'approche est relativement faible. Puis, il y a une étude récente en contexte expérimental qui est venue montrer qu'il existe une compétition entre les cations bivalents pour les sites de liaison sur les tales de lichen. Donc, cette compétition-là pourrait notamment conduire à une certaine sous-estimation des concentrations environnementales de cadmium, de cuivre, de plomb, de zinc. L'utilisation de lichen comme bioindicateur, c'est une approche assez bien reconnue, mais comme il n'y a plus vraiment de caribou dans le coin de Rouyn-Noranda, ça ne permettait pas d'avoir de l'information sur une possible intégration de la contamination polymétallique au sein du réseau trophique forestier. Par contre, l'importance des arthropodes, comme les araignées, les insectes dans la chaîne alimentaire, est assez bien documentée. Là, il y a les résultats de plusieurs études qui indiquent que les araignées-loups de la famille des Lycosidés, ils pourraient être utiles comme bioindicateurs, étant donné que, d'abord, elles accumulent les métaux, mais les concentrations mesurées dans leur corps sont considérées aussi comme une représentation assez précise de la quantité de métaux dans le sol, qui a un autre compartiment majeur où finit par se retrouver la contamination atmosphérique. Les araignées-loups, c'est des araignées assez spéciales, c'est des prédateurs qui vagabondent au niveau du sol, capturent leur proie sans toile. Se nourrissent d'insectes assez divers, puis elles subissent notamment la prédation des crapauds,
de plusieurs espèces d'oiseaux, certaines guêpes parasitoïdes. Puis en les utilisant comme bioindicateurs, ben, il y a des travaux récents de Dominique Ponton qui ont montré des concentrations de cadmium relativement élevées sur plusieurs sites à l'ouest de la fonderie Horn. Et il recommandait notamment d'étendre le suivi à davantage de sites autour de Rouyn-Noranda, afin d'avoir une idée plus précise des dépôts atmosphériques sur les organismes terrestres. Donc, enfin, l'objectif de mon projet de recherche, c'était d'utiliser les outils que je viens de vous présenter sommairement pour évaluer le devenir environnemental de l'ensemble des éléments à traces métalliques qui sont rejetés par la fonderie Horn. Dans un premier temps, on a voulu évaluer l'exposition atmosphérique dans l'écosystème terrestre à une grande variété d'éléments à traces métalliques sous forme particulière. Puis nous, en choisissant délibérément une source ponctuelle et isolée d'émissions polymétalliques dans l'atmosphère, on est en mesure d'exploiter la diminution des dépôts atmosphériques avec la distance de la fonderie pour montrer un enrichissement des concentrations dans les écosystèmes forestiers environnants. De manière assez intuitive, on s'attendait à ce que les concentrations d'éléments à traces soient maximales à proximité de la fonderie, puis qu'elles décroissent exponentiellement avec la distance jusqu'à se fondre dans le background, le fond d'origine géologique, et ce à des distances variables selon le métal. Puis, on veut aussi utiliser nos organismes bioindicateurs pour établir un gradient de bioaccumulation, puis venir décrire la relation entre la bioaccumulation et la distance de la fonderie. Ensuite, on va chercher à se servir de ces données-là pour évaluer le background naturel des différents métaux. Puis, en combinant nos données d'exposition et de bioaccumulation, on a voulu évaluer la capacité de nos organismes bioindicateurs à répondre aux variations environnementales. Finalement, pour explorer les impacts que cette contamination-là peut avoir sur l'écosystème, on a évalué la relation entre la bioaccumulation d'une multitude d'éléments traces et l'abondance de Cladonia rangiferina au sein de nos sites. Puis on s'intéresse notamment ici à des métaux plus conventionnels comme l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le plomb, mais aussi à des métaux moins étudiés comme l'argent, le cobalt, le sélénium, le molybdène, les éléments de terre rares et plusieurs autres. On s'attend à observer une relation assez similaire qu'avec nos données d'échantillonneurs passifs, soit une décroissance exponentielle avec la distance. Puis on s'attend vraiment à avoir une certaine cohérence entre l'exposition atmosphérique, comme reflétée par nos échantillonneurs passifs, et la teneur en métaux au sein de nos organismes bioindicateurs. Puis finalement, étant donné que Cladonia rangiferina est réputée comme étant un organisme relativement sensible à la pollution, on s'attend à ce que la bioaccumulation affecte négativement son abondance. On peut voir ici la disposition de mes 24 sites d'échantillonnage. Ils sont disposés le long d'un transect d'environ 50 km qui est orienté vers le sud-est à partir de la fonderie. L'orientation a été déterminée en fonction des vents dominants qui sont illustrés dans le cadran en bas à droite. Et là, je suis sûr que vous vous dites, mais pourquoi pas plutôt vers le nord-est? Parce qu'effectivement, quand on regarde la figure montrant l'origine des vents, on pourrait croire que ça serait mieux d'aller vers le nord-est. Mais on l'a exclu pour des raisons logistiques et analytiques. D'une part, l'accès routier au site s'avérait compliqué. Mais il y avait aussi plusieurs sources potentielles d'émissions polymétalliques, comme des sites de stockage de résidus miniers. Il y avait le site d'enfouissement de la ville de Rouen, qui aurait pu venir un peu brouiller la relation avec la fonderie. Ensuite, vous remarquerez qu'on a deux types de sites. C'est simplement dû au fait qu'on avait juste 16 échantillonneurs passifs, mais il n'y avait pas de contrainte du genre pour la collecte des organismes bioindicateurs. J'avais une autre contrainte dans la sélection de mes sites d'échantillonnage, c'est le type d'écosystème. En effet, selon les travaux de Mélanie Jean de la chaire industrielle CRSNG U4 sur la biodiversité en contexte minier, le type d'écosystème et la structure forestière peut avoir une influence considérable sur l'empreinte spatiale des émissions particulières associées au projet minier. Puis ensuite, comme on veut y comparer l'abondance du lichen, c'était primordial d'avoir des sites qui soient comparables entre eux. Donc, dans le cadre de mes travaux, on a cherché à normaliser nos sites d'échantillonnage pour réduire au minimum la variabilité entre les sites qui soient attribuables à la structure forestière. Donc, on s'est focalisé sur les peuplements de pins gris, d'abord parce qu'ils sont propices pour trouver en abondance le lichen Cladonia rangiferina, mais aussi parce qu'on les retrouve sur des promontoires rocheux et donc particulièrement exposés au vent et au flux de particules provenant de la fonderie.
Maintenant, comme je vous disais plus tôt, les fils de nos échantillonneurs, ils comprennent une teneur de base en métaux, ce qui implique de réaliser un pré-traitement afin de venir minimiser cette teneur de base-là. Les filtres ils ont été nettoyés avant leur déploiement, souvent de la procédure établie dans le laboratoire de Tom Harner. D'abord, on les rince à l'eau milieu, puis on procède ensuite à l'ultrasonification des filtres plongés dans l'acide nitrique à 1%. Puis on rince jusqu'à enlever les résidus d'acide, puis on laisse sécher dans une salle blanche. Ça a permis de réduire les concentrations de manière importante, mais aussi les variations de ces concentrations au sein et entre les filtres. Il reste une certaine teneur dans les filtres pour quelques métaux, mais la plupart passent sous la limite de détection de l'ICP-MS. Au niveau du déploiement, on va carrément les visser dans des arbres, environ 3-4 mètres de hauteur. C'est un déploiement d'une durée de 3 mois. Après le déploiement, il y a chaque filtre qui est divisé en triplicats de 100 mg, puis digéré au micro-ondes dans une solution d'acide nitrique de peroxyde. Puis les échantillons sont finalement dilués avant d'être analysés par ICP-MS triple quad, qui est un appareil très sensible qui permet vraiment d'éliminer les interférences entre les différents analytes, qui sont choses courantes lorsqu'on fait usage de la spectrométrie de masse. Puis c'est ce qui rend possible ici la quantification de l'ensemble des éléments en traces métalliques qui nous intéressent. Pour ce qui est des échantillons de lichen, on va récolter des tales de moins de 5 cm de diamètre pour être sûr qu'ils ne sont pas en dégénérescence, ce qui pourrait conduire à une certaine translocation des métaux au sein du lichen. Puis, pour minimiser la contamination par des particules de sol, on va juste collecter le lobe apical du lichen, soit le dernier 2,5 cm, 1 pouce. Et donc, comme l'espèce présente une croissance annuelle moyenne d'environ 5 mm, nous autres, on évalue que ça équivaut à la croissance des 5 dernières années. Son abondance, on l'a évaluée en pourcentage de couverture dans un quadrat de 1 mètre par 1 mètre. En fait, dans plusieurs quadrats de 1 mètre par 1 mètre pour chaque site. Puis, comme on s'intéresse à la portion internalisée, il faut aussi considérer d'autres sites susceptibles de contenir des métaux, comme l'absorption de particules en surface du lichen. Il y a certaines substances exsudées par les lichens qui sont connues pour jouer le rôle de chélateurs de cation, ce qui favorise l'absorption de certains éléments traces. Donc, on va bien rincer les échantillons à l'EDTA avant de les lyophiliser, homogénéiser. Ensuite, pour la digestion du lichen, il a fallu y aller avec un peu plus de robustesse, en utilisant aussi de l'acide chlorhydrique afin de bien extraire les métaux et notamment les métaux du groupe du platine. Puis dans un souci de contrôle de l'exactitude des données, puis d'évaluer le degré d'extraction des éléments traces avec notre protocole de digestion, on a fait la même procédure avec du matériel de référence certifié par le Conseil national de recherche canadien. Puis dans le même ordre d'idée, la contamination associée aux manipulations est évaluée en analysant des blancs de digestion. Pour ce qui est des échantillons d'araignées, on avait d'abord pensé à installer des pièges fausses, mais comme les sites d'échantillonnage étaient généralement enfoncés de plusieurs kilomètres dans le bois, on a plutôt opté pour les capturer à la main. Et là, comme beaucoup de gens, moi, je ne suis pas nécessairement enthousiasmé par la manipulation d'araignées. Mais comme nos sites impliquaient généralement plusieurs kilomètres de randonnée, c'était vraiment plus efficace d'aller juste une fois sur chaque site. Puis, comme les araignées, je les voulais complètes, ça prenait une certaine délicatesse pour les capturer en bon état. Au niveau de la normalisation des spécimens, on capture environ 90% d'araignées femelles avec leur sac d'œufs. Puis au niveau de la procédure de digestion, c'est assez similaire aux autres types d'échantillons. Pour ce qui est de la partie plus analytique, pour chacun de nos métaux, on a déterminé l'équation qui exprimait leur relation avec la distance de la fonderie. C'est généralement la relation de décroissance exponentielle à 3 paramètres qui correspondait bien avec les données. L'équation, elle lui permet d'évaluer le niveau de base, donc le background métallique naturel qui est présenté ici par Y0. Quoique pour certains métaux, on n'est pas pu déterminer significativement de niveau de base. Le coefficient de détermination R carré nous permet ensuite de représenter à quel point la relation de décroissance exponentielle est en concordance avec nos données. Puis, pour montrer la capacité de nos outils à montrer un enrichissement en éléments 13, on va s'intéresser au ratio entre les concentrations maximales observées à proximité de la fonderie et les concentrations minimales. Donc, la table étant mise, je peux vous exposer plus concrètement mes résultats, en commençant par ceux d'exposition.
soit la teneur en métaux des filtres de mes échantillonneurs passifs. Donc, d'abord, les métaux plus conventionnellement étudiés. D'entrée de jeu, on mesure des concentrations importantes de cuivre, allant jusqu'à plus de 4000 micromoles par gramme de filtre, soit plusieurs ordres de grandeur supérieures aux concentrations, par exemple, d'arsenic ou de cadmium. On constate d'ailleurs dans le tableau à droite un gradient de 390, donc 390 fois plus de cuivre sur les sites à proximité de la fonderie que sur les sites éloignés. C'est assez similaire pour le plomb, quoique le gradient soit ici encore plus prononcé. Au niveau de l'arsenic, comme pour les deux autres, on observe une bonne relation entre la proximité de la fonderie et les concentrations dans les échantillonneurs. Au niveau des concentrations de cadmium, ben, elles sont plus détectables au-delà de 13 km de la fonderie. Puis, ils présentent quand même un enrichissement moins prononcé. Parmi les métaux plus conventionnellement utilisés, les échantillonneurs passifs ont aussi permis de mesurer des gradients dans les concentrations pour le fer, le zinc et le sélénium. Maintenant, au niveau des autres métaux, auparavant peut-être moins considérés comme associés aux activités de la fonderie, on détecte avec nos échantillonneurs passifs un gradient de concentration en fonction de la distance de la fonderie pour ce qui est de certains éléments de terre rare qui sont illustrés ici, soit l'yttrium, le praséodyme et le néodyme. On parle ici de concentration assez faible, mais considérablement supérieure à la limite de détection de l'ICP-MS, puis qui montre un enrichissement allant jusqu'à 2 ordres de grandeur par rapport à ce qu'on observe lorsqu'on s'éloigne de la fonderie. Puis on observe aussi un enrichissement d'ampleur similaire pour le barium, qui n'est pas nécessairement un élément qu'on s'attendait à trouver ici. Puis finalement, le manganèse et le molybdène sont d'autres métaux pour lesquels on observe une relation de décroissance exponentielle avec la distance de la fonderie, quoique l'ampleur de l'enrichissement soit de relativement moindre envergure. Globalement, on constate que les métaux qui présentent largement l'enrichissement le plus important dans les fils de nos échantillonneurs passifs, c'est le plomb et le cuivre, ce qui justifie qu'ils soient les plus étudiés dans la région. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe avec certaines terres rares et le barium aussi notamment. J'ai illustré ici les éléments de trace métalliques pour lesquels on a pu détecter un gradient de contamination originant de la fonderie en utilisant nos échantillonneurs passifs. On constate aussi que la portée des particules associées aux activités de la fonderie, telles que captées par nos échantillonneurs passifs, semble être quand même assez faible. L'essentiel de l'enrichissement en éléments à trace se produit dans les 3 premiers kilomètres de mon transect de 50 km. Mais dans notre évaluation de l'exposition atmosphérique, vous remarquerez aussi qu'on dénote des absents, des éléments qu'on se serait peut-être attendu à détecter, qui seraient potentiellement associés aux activités de recyclage de la fonderie, comme le lithium, le chrome, le vanadium, les métaux du groupe du platine, pour lesquels l'ensemble des résultats sont sous la limite de détection. Il y a l'antimoine également, pour lequel le gradient de contamination n'est pas particulièrement évident, puisque le 2 tiers des échantillons sont sous la limite de détection, mais il y a peut-être lieu quand même de s'y intéresser, parce que sur les 16 détections, il y en a 15 à proximité étroite de la fonderie, puis on a quand même quelques échantillons qui montrent des concentrations importantes. On a aussi le cobalt, pour lequel la relation avec la distance de la fonderie n'était pas particulièrement évidente. Finalement, étant donné qu'on a détecté un enrichissement en néodyme puis en proséodyme, les absents les plus surprenants, c'est sans doute le lantane et le cérium, pour lesquels, un peu comme le cobalt, il n'y avait pas de tendance claire liée à la distance de la fonderie, quoi qu'on détecte ces éléments-là. On ne détecte pas non plus de terres rares lourdes comme le dysprosium ou l'ytterbium, mais il faut toutefois garder en tête que les résultats issus des échantillonneurs passifs représentent juste une fraction de ce qu'on trouve dans l'air. Selon les déclarations de la fonderie, l'IPM10 représenterait juste 20 du millier de tonnes de matière particulière totale rejetée annuellement dans l'air par la fonderie. Maintenant, passons aux résultats issus de nos organismes bioindicateurs, qui sont d'autrement plus intéressants. Donc ici, je vous présente en parallèle mes résultats de lichen et d'araignée.
Comme pour les résultats d'échantillonneurs atmosphériques passifs, on voit encore une belle relation de décroissance exponentielle, mais en beaucoup moins abrupte. On constate que l'enrichissement en éléments traces dans nos bioindicateurs il s'étend beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu croire en s'intéressant uniquement aux particules dans nos filtres. En général, les gradients de bioaccumulation sont plus prononcés dans les lichens, à l'exception notable de l'arsenic. Et comme vous pouvez voir, la relation de décroissance exponentielle au sein de nos araignées n'est pas du tout aussi claire que dans les lichens. Puis, au niveau de l'association entre la teneur des araignées en éléments traces et la distance de la fonderie, c'est vraiment juste le sélénium qui montre une équation significative. Le sélénium, c'est l'un des rares métals avec le mercure à se bioamplifier au sein d'un réseau trophique. Et donc, c'est intéressant d'observer un gradient de bioaccumulation au sélénium dans nos araignées qui, comme je le soulignais plus tôt, occupe une position pivot dans la chaîne alimentaire. Donc, il y a lieu de se demander si ce qu'on observe dans les araignées, c'est dû au dépôt des émissions atmosphériques ou si c'est plutôt associé à une autre voie d'exposition, par voie alimentaire, par exemple. Euh, Puis d'ailleurs, l'accumulation de sélénium au sein de nos araignées, elle pourrait conduire à l'exposition au sélénium par voie alimentaire de d'autres organismes. Donc, mais il reste que le sélénium n'est pas si préoccupant que ça en termes de toxicité, puisqu'il est notamment associé à une réduction de la biodisponibilité du mercure. Pour ce qui est des autres métaux, les lichens ont permis de mesurer un gradient de bioaccumulation de 139 pour le nickel, ce qui est intéressant puisque on ne voyait pas nécessairement d'enrichissement de ce métal-là avec les échantillonneurs passifs. Par contre, il y a une cohérence entre les degrés d'exposition et de bioaccumulation dans le lichen pour ce qui est des autres métaux d'importance que sont le cuivre, le cadmium, le zinc et le plomb. Maintenant, comme mes résultats d'araignée ne sont pas aussi concluants pour la majorité des éléments traces à l'étude, ben, je vais me concentrer sur les résultats de lichen pour la suite. On observe vraiment un enrichissement en plusieurs éléments traces qui étaient auparavant non répertoriés, qui est ressorti de nos données de lichen, soit l'argent, le molybdène, le cobalt, le vanadium, le chrome. Puis, le ratio des concentrations maximales sur minimales est vraiment plus important que ce qu'on aurait pu s'attendre d'entrée de jeu. Et ça se rend jusqu'à des distances assez similaires à ce qu'on observe pour les métaux plus traditionnels comme le cuivre et le plomb. On voit aussi dans le tableau à droite que l'approche n'a pas permis de déterminer de niveau de base le chrome. C'est parce que les concentrations, en s'éloignant de la fonderie, n'étaient pas significativement différentes de zéro. Par contre, il y a plusieurs échantillons avec des concentrations extrêmes de chrome à proximité de la fonderie, ce qui explique aussi l'ampleur de son gradient de bioaccumulation. Ensuite, alors que nos échantillonneurs passifs captaient juste du néodyme et du praséodyme, ben, les résultats de bioaccumulation dans le lichen ont permis de détecter un enrichissement à proximité de la fonderie pour près de l'ensemble des terres rares, de 5 à 10 fois supérieur au niveau de base. Il y a juste l'europium, le thulium et le lutécium, pour lesquels tous nos résultats étaient sous la limite de détection. Il reste que les lichens de Rouyn-Noranda, ils nous racontent quelque chose ici, soit que les émissions atmosphériques de la fonderie sont pas mal plus diverses que ce qui est déclaré. Globalement, on voit que les lichens illustrent mieux que les araignées des différences spatiales pour l'ensemble des métaux, quoique les araignées se prêtent bien à la détection d'un gradient de sélénium. Donc, dans les araignées, il y a des variations dans les concentrations de métaux, mais la relation avec la distance de la fonderie est généralement pas significative. Donc, il y a lieu de se demander ce qui module la bioaccumulation d'éléments traces par les araignées. Probablement que l'exposition par voie atmosphérique n'est pas la principale et que, par exemple, des variations dans le comportement alimentaire peuvent venir brouiller un peu les cartes. Mais une leçon qu'on en tire, c'est de l'importance de normaliser le plus possible les échantillons. La collecte des araignées, c'était pas toujours facile d'en trouver autant qu'on voulait. Donc, on n'a pas eu vraiment le loisir de sélectionner rigoureusement, par exemple, au niveau de la taille. On avait des araignées qui variaient de 1 à 30 mg. Ce n'est pas nécessairement constant entre les sites. Par contre, du côté du lichen, on a vraiment des bons résultats qui vont nous avoir permis de détecter un gradient de bioaccumulation pour une multitude de métaux qu'on ne détectait pas avec nos échantillonneurs passifs, comme le nickel, le vanadium, le molybdène, le cobalt, l'argent, l'antimoine, la plupart des terres rares, et notamment des terres rares lourdes.
comme je l'ai illustré ici. Puis cette détection-là, elle a une portée beaucoup plus grande avec les lichens qu'avec les échantillonneurs passifs. On se demandait au départ si les fils de nos échantillonneurs sont assez sensibles pour être utilisés en milieu naturel. On constate que oui, mais avec un certain bémol, puisqu'ils sont avérés beaucoup moins sensibles que nos lichens. Sans doute, l'aspect temporel rentre ici en ligne de compte. Nos échantillonneurs passifs ont été déployés pendant 3 mois, alors qu'on estime que nos lichens représentent la contamination des 5 dernières années. Toutefois, à l'inverse, malgré qu'on ait bien observé un gradient avec les filtres, le barium et l'yttrium ne sont pas détectés dans le lichen. Donc, cette inadéquation-là entre filtre et bioaccumulation, elle peut s'expliquer de plusieurs manières, mais ça peut être une question de spéciation, de biodisponibilité de ces éléments-là, mais ça peut aussi être dû au fait que les filtres illustrent seulement une partie de ce qu'on observe dans l'air, soit les PM10. Euh, Finalement, ben, a priori, quand on regarde la PCA, on voit que les éléments de terre rare semblent se comporter de manière assez similaire aux autres métaux. Puis, quand on regarde du côté des proportions de terre rare, ça semble assez standard, avec notamment le cérium, le lantane, le néodyme qui représentent des fractions conséquentes de la somme des terres rares. Mais comme le fait de trouver un gradient de terre rare à l'aide des lichens, c'est un résultat particulièrement intéressant pour nous, on s'est imposé un objectif complémentaire afin d'essayer d'apporter de la robustesse à ce résultat-là et d'aller un peu plus loin. On a voulu explorer la question à savoir si le gradient de contamination en éléments de terre rare à proximité de Rouyn-Noranda est associé au recyclage de déchets électroniques. Puis, sachant que les proportions relatives de terres rares d'origine géologique crustale sont relativement stables à l'échelle globale, on s'est intéressé à voir si l'enrichissement en terres rares qu'on observe à proximité de la fonderie était associé à des anomalies dans les proportions de terres rares. Donc, pour faire ça, on va normaliser les concentrations de terres rares dans le lichen par le Post-Archean Australian Shale, qui est un standard de terres rares couramment utilisé dans la littérature. Advenant un enrichissement en terres rares associé au recyclage de déchets électroniques, on s'attendrait à observer des anomalies positives dans les proportions relatives. Puis les anomalies, on les calcule en se basant sur la moyenne des 2 terres rares adjacentes, comme je l'ai illustré ici avec l'exemple du cérium. Dans le cas qui nous intéresse ici, comme l'enrichissement en terres rares se concentre dans les 10 premiers kilomètres, on a utilisé la moyenne de ces sites-là pour explorer les anomalies. Or, ce qu'on constate, c'est que malgré qu'il y ait un gradient spatial dans les concentrations de terres rares mesurées dans le lichen à proximité de la fonderie, on n'observe pas d'anomalies importantes dans les proportions. Il y a des petites différences entre les concentrations standardisées des différentes terres rares, mais les anomalies sont assez près de 1, ce qui nous porte à croire que les éléments de terres rares seraient plutôt d'origine géologique. Il se pourrait toutefois qu'un enrichissement suivant les proportions géologiques soit dû au fait que les émissions de terres rares sont associées à la fonte du concentré de cuivre plutôt que le recyclage électronique, comme on le supposait initialement. Mais pour être sûr de l'origine précise de l'enrichissement des concentrations de terres rares près de la fonderie, il faudrait vraiment aller voir du côté de la teneur du concentré de cuivre en terres rares. Ensuite, sachant que nos lichens bioaccumulent simultanément une multitude d'éléments traces métalliques, on s'est intéressé à l'effet que ça pourrait avoir sur son abondance. La tendance avec la distance de la fonderie n'est pas particulièrement claire. Il y a beaucoup de variations, mais ce qui est apparent déjà, c'est qu'on ne retrouve pas de lichen Cladonia rangiferina avant presque 4 km de la fonderie Horn. Et encore là, il faut aller chercher dans des craques de roche pour trouver une toute petite talle unique. Puis, quand on regarde au niveau des concentrations de métaux traces, on constate que l'élément qui explique le mieux l'abondance qu'on observe sur le terrain, c'est l'argent. C'est un résultat que je vous invite quand même à prendre avec un grain de sel, puisque la plupart des métaux à l'étude ici sont corrélés entre eux et qu'il y a lieu de se demander s'il n'y a pas des effets synergiques. On sait par exemple que 3 des contaminants parmi les plus présents à Rouen, soit le plomb, l'arsenic et le cadmium, agissent de façon synergique, à savoir que leur toxicité est augmentée lorsqu'ils interagissent simultanément dans l'organisme. Mais
le fait que ce soit l'argent qui ressorte de mes résultats, c'est quelque chose quand même de cohérent avec les résultats d'une étude de Pocket qui montrait également que l'argent, c'est le métal le plus toxique pour plusieurs espèces de lichens, dont la Edgefield. Donc, rendu ici, c'est tout pour les résultats. À ce stade, je voulais toutefois aborder leurs implications. Dans le cadre de mes travaux, on a détecté un enrichissement environnemental pour plusieurs éléments traces qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention par le passé. Plusieurs de ces éléments-là sont aujourd'hui considérés comme des métaux d'importance stratégique à cause du fait qu'ils sont critiques pour une multitude d'industries technologiques et notamment pour certaines technologies dites vertes. Euh, D'abord, les circuits imprimés, les interrupteurs contiennent aujourd'hui de l'argent, du manganèse, du chrome. On trouve du cobalt dans plusieurs types de batteries, dont celles aux ions lithium. L'antimoine est utilisé pour augmenter l'efficacité des retardateurs de flammes halogénés utilisés dans l'électronique. Le barium et le molybdène sont utilisés sous forme d'alliage pour augmenter la résistance aux températures élevées à l'oxydation. Le vanadium est notamment utilisé pour les batteries redox vanadium, qui sont particulièrement intéressantes pour des applications nécessitant des stockages importants, comme par exemple le lissage de la production de sources d'énergie discontinues, comme les centrales solaires ou éoliennes. Puis pour ce qui est des terres rares, ben, les exemples d'applications explosent depuis plusieurs années, mais on en trouve notamment plusieurs dans les disques durs, les téléphones cellulaires et dans les aimants permanents dans les éoliennes offshore. Vous comprendrez donc que c'est des métaux dont on n'a pas fini d'entendre parler, puis dont la présence dans l'environnement va probablement aller en s'accroissant. Dans le cas qui nous intéresse ici, autant il y en a plusieurs qu'on pouvait s'attendre à retrouver dans l'environnement, comme l'argent, le chrome, le cobalt, le manganèse et l'antimoine, puisque la fonderie les déclare carrément dans la comptabilisation de ces émissions dans l'air. Autant pour d'autres éléments, ces résultats-là devraient représenter un wake-up call, soit le barium, le molybdène, le vanadium, qui sont multiples éléments de terre rares qui n'ont jamais été considérés comme dignes de mention dans les déclarations annuelles de la fonderie. Pour conclure, ben, on a vu que les problématiques de pollution en éléments traces métalliques sont en cours de diversification. Comme ça risque d'être une tendance lourde à plus long terme, ben, c'est crucial de voir si nos approches écotoxicologiques sont en phase avec cette nouvelle réalité-là. On a pu montrer ici que les lichens ne sont pas juste intéressants pour suivre les concentrations de plomb, de cuivre puis d'arsenic, mais qui se prêtent aussi à la détection de gradients environnementaux pour une foule d'autres éléments, dont plusieurs pourraient être associés au recyclage de déchets électroniques, une activité qui va être portée à prendre de l'ampleur à Rouyn-Noranda, puis dans le monde au cours des prochaines années. Par contre, suivant ce qu'on a pu observer autour de la fonderie Horn, il y a aussi plusieurs questions qui sont soulevées ou qui restent sans réponse. On se questionne notamment sur comment la spéciation et différents éléments en trace peuvent venir entrer en ligne de compte quant à leur biodisponibilité. Il y a aussi lieu de se demander, au-delà de l'impact sur l'abondance de lichen, c'est quoi les effets de cette contamination-là et de la synergie des différents éléments en trace sur les écosystèmes terrestres. Puis, on a assez peu d'informations sur les mécanismes de toxicité de plusieurs de ces métaux-là, et encore moins lorsqu'ils sont en combinaison comme à Rouyn-Noranda. Il faudra envisager d'utiliser des biomarqueurs d'effet pour explorer ces différentes questions. Puis, il y a aussi le traçage isotopique, qui est une approche qui pourrait nous permettre de raffiner notre compréhension de la problématique. Mais enfin, bon, quoi de mieux pour finir que d'implorer pour plus de recherches. Merci pour votre écoute. Puis merci aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet. Je suis prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup, Jérémy. C'était vraiment super intéressant comme présentation. Puis en plus, tu es un présentateur dynamique et passionné. Donc, ça fait vraiment un mélange parfait pour avoir une présentation qui sera certainement mémorable en plus parce qu'on a très peu de présentations dans le domaine terrestre. Et tu disais que tu avais commencé plus dans le domaine aquatique au début. Oui. Bon, ben continue à cette voie-là. Il n'y a pas beaucoup de monde en écotox terrestre. Puis en plus, dans le milieu forestier, c'est vraiment encore plus rare. Donc, on va ouvrir la période aux questions. Vous pouvez soit écrire vos questions dans le chat ou lever la main et puis ou même activer votre micro puis prendre la parole. Là. On a jusqu'à midi, donc une quinzaine de minutes pour les présentations. Donc, on a une première question de Pierre Cartier.
Il dit, tu l'as peut-être dit dans ta partie méthodo, mais l'accumulation des métaux dans les lichens vient-elle du sol ou de l'atmosphère? Je t'avoue, je suis pas sûr de l'avoir mentionné, mais dans le fond, les lichens, tu sais, c'est un organisme qui ressemble un peu à une plante, mais pas tant que ça. Tu sais, il n'y a pas de racines, il n'est pas ancré au niveau du sol comme une plante, puis il puise pas ses minéraux au niveau du sol, il les capte vraiment au niveau de l'atmosphère. Fait que c'est aussi pour ça que c'est un bioindicateur intéressant pour nous, puisque des organismes qui vont chercher directement dans l'atmosphère comme ça, il n'y en a pas 36. Là. Fait que c'était ça une grosse partie de l'intérêt d'utiliser cet organisme-là. C'est le fait qu'il capte directement dans l'atmosphère les métaux. OK, ben écoute, en sous-question de ça, je me demandais justement si ça vient de l'air, est-ce que ça vient de l'air dans le fond des précipitations liquides qui tombent sur le lichen, qui absorbent ou encore vraiment de l'air lui-même comme tes échantillonneurs passifs? Oui, ben c'est sûr qu'il y a un aspect déposition sèche versus déposition humide. Dans le cas des lichens, ils captent les deux, mais je pense qu'il y a quand même il a été montré qu'il y a une certaine c'est plus prononcé pour ce qui est de la déposition humide, puisque au niveau de la paroi du lichen, il y a plus de facilité à capter les métaux que quand il est tout sec. Oui, ça a plein de sens. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez me couper la parole, activer votre micro, puis y aller, ou encore lever votre main, puis je vais vous donner spécifiquement la parole. Donc là, il n'y a personne pour l'instant qui a des questions. Ah oui, il y a une personne qui s'appelle ROS 34 des numéros. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et poser la question? C'est moi, Michael. Ah, salut Michael. Rosabal. ROS, c'est Rosabal. Voilà. Jérémy, merci pour la présentation. Donc, j'ai vu que tu abordes différents groupes de métaux, mais je ne sais pas si tu l'as dit, mais quels sont tes résultats à propos des éléments de groupe de platine? Est-ce que tu les as trouvés dans les liquides, dans les échantillonneurs ou dans les araignées? Ben, au niveau du groupe du platine, un peu comme les éléments de terre rares, on avait un peu l'attente d'en trouver parce que c'est des éléments qui sont notamment utilisés dans l'électronique. Mais non, on n'a pas détecté des éléments du groupe du platine dans aucune de nos matrices. Euh, Puis, ben, il y a quand même lieu de se demander si ce n'est pas une question aussi de protocole de digestion parce que dans notre matériel de référence, on n'avait pas les groupes de platine, fait qu'on n'a pas non plus l'information quant à, par exemple, le taux, le pourcentage de récupération des métaux du groupe du platine dans nos échantillons. Mais a priori, on n'en a pas détecté, fait que c'est pas nécessairement un enjeu qui ressort de nos données. Merci. Est-ce que ça répond bien à ta question, Michael? Oui. On va aller avec M. Cartier. Donc, vous pouvez poser votre question directement. Bonjour Jérémy, c'est super intéressant. Merci pour la réponse sur le lichen, mais j'aurais dû y penser là, qu'il n'y avait pas de racines. On fait une étude autour du campus. On est à 1 km de la fonderie au cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Puis, ça a donné qu'on a pris des échantillons de sol. Là, on remarque des variations au niveau des métaux, arsenic, plomb, cadmium. Puis, il y a des endroits qui dépassent la norme, puis des endroits que non. Puis, ma dernière hypothèse, en fait, j'ouvre. C'est une question remarque, puis si quelqu'un a des idées, il y a un endroit où ça dépassait vraiment beaucoup la norme. C'est un endroit où, je regarde en ce moment d'ailleurs, c'est là qu'on accumule la neige. Okay. Je me demandais si ça pouvait avoir un impact. C'est ma dernière hypothèse là, que j'ai émise dernièrement par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus ou quelqu'un d'autre. Ben, je pense que clairement, il y a de quoi là. C'est une hypothèse intéressante. Je sais que j'en ai parlé brièvement, mais il y avait les travaux du Metals in the Environment Research Network qui ont eu lieu comme au début des années 2000. Puis eux autres, ils avaient regardé dans plusieurs matrices, vraiment plusieurs matrices, dont la neige, où est-ce qu'il y avait des dépôts de la contamination associée à la fonderie. Puis c'est de quoi qu'ils ont remarqué, qu'il y avait des dépôts au niveau de la neige. Puis comme
on est au Québec, hein, la neige elle couvre le sol quand même une bonne partie de l'année. Fait que c'est clair que si tu viens accumuler de la neige sur une zone restreinte, ça va être favorable à l'accumulation de métaux. Mais je n'ai pas plus de choses à en dire que ça. Là, nous autres aussi, on a récolté des échantillons de sol sur nos sites, mais ne sont pas traités à cette date-ci. Puis c'est plus compliqué un peu à interpréter au niveau des sols parce que il y a des métaux dans le sol naturellement, puis on sait que c'est une région minière, Rwanda, c'est pas pour rien, tu sais, Fait que c'est ça, il y a comme une difficulté un peu à interpréter, mais pour ce qui est de la source, ben, je proposerais un traçage isotopique là, pour vraiment s'assurer qu'on parle d'une concentration qui est associée à la fonderie plutôt que de quoi de naturellement présent dans le sol. Puis, tu sais, au niveau du sol, il y a de la variabilité quand même à des pas super grande échelle. Là. Tu prends un échantillon à 2 mètres d'intervalle, puis il va y avoir des différences dans les concentrations. Fait que c'est plus difficile à interpréter. Merci. Merci. On va prendre, il y a des questions dans le chat. On a celle de Andréane Caran. Donc, est-ce que la faible abondance de lichen près de la mine pourrait être due à un manque d'habitat? Regarde, ça pourrait un peu être lié parce que je ne cacherai pas que sur les sites, tu sais, les sites à proximité de la fonderie, on est moins éloigné, on va dire, du milieu urbain. Moi, j'ai essayé dans la sélection de mes sites de toujours être à peu près 1 kilomètre, minimalement 1 kilomètre enfoncé dans le bois, puis loin des routes, puis justement des sources secondaires d'émissions. Mais tu sais, il y avait des habitats disponibles. C'est juste que on trouve, par exemple, d'autres espèces de lichens qui sont potentiellement moins sensibles à la contamination polymétallique. Je ne pourrais pas vous dire les espèces. Moi, je ne suis pas super connaissant en biodiversité des lichens, mais à proximité de la fonderie, à peut-être, je dirais, à 1 kilomètre, il n'y a aucun lichen qui pousse. Mais à peut-être 2 kilomètres, là, on commençait à avoir une autre espèce de lichen poussé qui n'était pas Cladonia rangiferina, puis qui dominait vraiment dans le milieu. Fait que, c'est clairement, il y a un habitat, c'est juste, puis c'est le même habitat, hein, il pousse sur la roche, sur le sol, en petit sous-bois un peu. Le Cladonia rangiferina, on le trouvait souvent dominant en dessous, par exemple, de des plants de bleuets, puis des petits arbustes de ce genre-là. Puis c'est ça, c'est des trucs qui étaient présents à proximité de la fonderie, à juste quelques kilomètres, mais pourtant, on ne voyait pas de notre espèce de lichen. Puis c'est vraiment de quoi qui a été documenté que Cladonia rangiferina n'est pas parmi les espèces résistantes à la contamination, elle est plutôt sensible. Puis c'est aussi pour ça qu'on s'intéressait à son abondance, parce qu'on avait l'hypothèse que sa sensibilité allait lui faire répondre à la contamination au niveau de son abondance. Oui, ça, c'est super intéressant comme observation, ça, les différences interspécifiques de sensibilité là, qui ont un impact sur leur distribution. Oui. Ça vaut vraiment peut-être porter attention dans des études ultérieures. On a une autre question dans le chat de Olivier Clarisse. Avez-vous réalisé des mesures du mercure, un polluant global atmosphérique, dans vos lichens? Avez-vous considéré des sources secondaires? Je vais commencer par les sources secondaires. À ce niveau-là, nous autres, justement, pour éviter de les considérer, ça a été fait dans le choix du transect. Ce transect-là, c'était vraiment pas un hasard qu'on l'a choisi. Puis la sélection des sites, ça s'est vraiment fait en tenant compte de cet aspect-là des sources secondaires, parce que des métaux, juste par exemple la proximité à une route, ça peut conduire à un enrichissement en métaux. Fait on a vraiment tenu à se tenir loin, loin, loin de toute source secondaire qu'il pourrait avoir. Puis c'est sûr, dans la région, il y a des mines, il y a des bassins de rétention de résidus miniers, mais selon les travaux de Mélanie Jean que j'ai cités, on parle d'une portée de quelques centaines de mètres maximum. Donc, c'est pas à la même ampleur que les rejets atmosphériques de la fonderie qui sont vraiment. C'est un gros stack, là, la cheminée est super haute, puis ça émet sur des distances considérables, comparativement à, par exemple, les sources secondaires qui auraient pu être considérées. Au niveau du mercure, on ne l'a pas mesuré, parce que ça nécessite une approche différente pour ce qui est de la mesure, mais c'est dans les cartons. On a encore des échantillons de lichen au laboratoire, puis probablement qu'on va mettre un stagiaire là-dessus prochainement pour avoir une idée au niveau du lichen, qu'est-ce qu'on trouve en termes de mercure.
C'est sûr, le mercure, je pense qu'il y a des émissions de mercure associées à la fonderie. C'est documenté, mais c'est pas le métal le plus problématique à ce niveau-là. Ben, en termes de quantité, c'est sûr que ça reste très problématique en termes de bioaccumulation et tout, mais même là, en milieu terrestre, il n'y a pas, l'histoire de la méthylation du mercure puis de sa biodisponibilité est vraiment différente que, par exemple, en milieu aquatique. Fait que c'est pour ça aussi que ça pourrait être intéressant d'avoir les données de mercure et qu'on est là-dessus. Merci. Une question rapide ici de Émilie Robert. Elle voulait juste savoir quelle était ta référence pour les métaux dans la neige dont tu as parlé tantôt. Il faudrait que je regarde, mais a priori, je pense que c'est Knight et Anderson en 2001. Mais là, je parle un peu à travers mon chapeau. Mais s'il y a quelqu'un qui a la réponse pendant qu'on parle encore, vous pouvez toujours mettre la réponse dans le chat. Puis sinon, bien évidemment, j'encouragerai bien sûr Émilie à te contacter directement, là, comme ça, elle va pouvoir avoir ta réponse. Je pourrais dire ça en quelques minutes, il faut que j'aille. Ben, c'est ça, en dehors du séminaire. Là. Il y a Andréane Garand qui demande si on pourrait utiliser la neige comme accumulateur de métaux de la mine et refaire une étude similaire à différentes distances et orientations de la fonderie. Bien, clairement. Puis, comme je disais, c'est un peu de quoi qui a été fait. Mais je pense que ça vaudrait la peine de réactualiser ces données-là, étant donné que les pratiques de la fonderie sont en évolution et les méthodes analytiques aussi. Fait que c'est ça. Oui, je pense que c'est quoi qui pourrait être envisagé. Puis on sait aussi que les émissions de la fonderie, elles varient. C'est pas juste une cheminée qui émet constamment des métaux. Il y a vraiment des variations temporelles à ce niveau-là. Peut-être que ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe l'hiver ou dans différentes saisons au cours de l'année en termes d'émissions. Je ne sais pas à quel point c'est documenté, ces variations temporelles-là, mais ils en font état dans les bulletins de la fonderie, que c'est vraiment de quoi de variable, puis des fois même juste jour-nuit. Ils n'émettent pas à la même ampleur la nuit que le jour. Puis ça, des fois, ça se sent. Genre, moi, j'ai passé quand même quelques temps à Rouyn-Noranda, puis des fois, tu sors le soir, puis tu pognes une sniff, puis ça te pique dans le nez. Puis t'es comme, oh, OK. Je pense qu'ils sont dans un pic d'émission en ce moment. Là. Effectivement, il y a quand même une bonne variabilité temporelle dans les émissions. Écoute, il y a plein de mots de félicitations pour ta belle présentation. Puis Dominique qui a mis le lien de l'article pour ceux que ça intéresse, donc l'article sur la neige. Et puis, on va y aller avec une dernière question. Et c'était une question de Manon Soret qui dit « Merci pour ta belle présentation. Juste une idée comme ça, certaines espèces d'araignées se déplacent sur plusieurs kilomètres en se laissant porter par le vent. Sais-tu à quel point tes araignées sont sédentaires? » Ben, je vais être honnête avec toi, Manon, je ne le sais pas. Mais étant donné qu'on n'a pas nécessairement vu une belle tendance, tu sais, c'est un organisme, comme tu dis, qui se déplace, contrairement à mes lichens qui restent en place. Puis on a vu quand même que justement les araignées avaient peut-être moins une bonne habileté à nous montrer les différences spatiales. Bien, clairement, ça pourrait avoir de quoi à voir avec le fait qu'ils se déplacent puis que l'endroit où on les capture, c'est pas nécessairement là que l'araignée a vécu sa vie ou alimenté ou peu importe ce que les araignées font dans leur temps libre. C'est assez difficile à dire, justement, mais non, je ne sais pas à quel point ils sont sédentaires. Puis je sais que, tu sais, comme, par exemple, je sais que c'est pas des araignées qui font une toile. Fait que déjà, clairement, il y a peut-être moins l'aspect d'avoir une fidélité à un site quand tu fais pas des toiles, puis que tu es juste c'est des chasseurs, pas à l'affût, mais justement qui se déplacent, qui furetent au niveau du sol. Fait que clairement, ça pourrait jouer, puis ça pourrait conduire à des déplacements importants au cours de la vie d'une araignée. Merci. Ben, moi, j'ai une petite dernière invité à rapport à ça, justement. Ils mangent quoi tes araignées? Tu dis que c'est des prédateurs, donc ils mangent des insectes? Oui, c'est plus larves de coléoptères. C'est beaucoup des insectes qui vont être au niveau du sol, moins que, par exemple, des papillons. OK. Ben, écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant. Puis, bon, évidemment, ceux qui ceux qui veulent refiler à vos collègues l'information, ce webinaire-là va être disponible sur le site web, la plateforme Zoom, YouTube, excusez-moi, d'EcoTalk.
Donc, vous pourrez le revoir et puis le distribuer à partir de ça. Donc, merci encore beaucoup, Jérémy. Puis peut-être, je ne sais pas si Dominique voulait dire un petit mot de la fin. Là. Sinon, ben, pour moi, c'est terminé. Donc, je te remercie beaucoup. Merci, Patrice. Je peux mentionner un petit message qu'on a prolongé la période de soumission des résumés pour notre colloque annuel du chapitre Saint-Laurent et Écotoc. Donc, vous avez encore 2 semaines pour soumettre votre résumé. Donc, merci beaucoup tout le monde.